la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. De parmi ces 3 éléments figure le tissage à la main en Haute-Égypte. L'Égypte a réussi à inclure l'artisanat du tissage à la main dans la région de la Haute-Égypte sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne M. Simon Saïr, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur cet événement. Bonjour M. Simon Saïr. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise le tissage artisanal de la Haute-Égypte? Alors, c'est un travail, on peut dire, qu'il est très exceptionnel et qui représente une culture très profonde et un travail très rustique. C'est un travail que personne d'autre a pu réussir à le faire et ça a une histoire qui date de l'Égypte ancienne due à la matière première qu'on a toujours reconnue. L'Égyptien a reconnu dans le temps le lin. Et le lin, il avait une qualité et il avait un défaut. La qualité du lin, c'était sa finesse et sa beauté en tant qu'habit. Sa difficulté, c'était pour le teindre. De là qu'on avait la technique au début de la civilisation de lui faire un blanchissage. Après qu'on l'a blanchi, on a réussi à l'époque du Vampire, durant le roi, à lui rajouter les couleurs comme le jaune et comme la couleur ocre. Ce qui l'a caractérisé et l'a rendu un tissu mondial. Et ensuite, à des époques tardives, comme à l'époque grecque, on a réussi à lui rajouter une troisième qualité, c'est qu'on lui a mis de l'intérieur la laine égyptienne. Et de là que de l'intérieur c'était la laine et de l'extérieur c'était le lin. À la suite de cela, l'Égyptien il a inventé d'autres techniques à l'usage de la matière première qui n'était pas seulement végétale, mais on a passé à la matière animale. Et on a passé à faire 4 distinctions. La première, c'est la différence entre l'épaisseur de la matière première qui est le lin pour le rendre plus fin. Ça veut dire combien de fils par le centimètre carré. Et la deuxième famille de ce travail, c'était le travail vertical ou bien le travail horizontal. Et de là qu'on a pu faire des habits aussi bien que ces tapis. Et de là qu'il a été caractérisé, soit par les couleurs, soit par sa souplesse, et aussi bien que par la laine qui lui a été rajoutée. L'Égyptien, dans la partie de l'Haute-Égypte, comme les zones qu'on peut nommer Ikhmim. Alors là, c'est très spécial, au point qu'on a pu réussir à en faire un musée de ce travail. Et ça, c'est le 3e musée de la planète Terre de point de vue qualité et de point de vue exposition. C'est un musée qui a été réalisé dans la zone de Moaïd, de l'Infantaisie. Et ce musée, il a été, dans le temps, un bâtiment réalisé par Ahmad Ali Pacha en tant que sabine dans les années 1820-1830. Et plus tard, il a été transformé pour que ce soit une école de cuivre. Et ensuite, elle a été une école primaire dont le président Abdel Nasser lui-même, il a fait ses études primaires dans cette école. Et aujourd'hui, il est devenu un musée pour le textile égyptien qui a gagné cette renommée mondiale et l'UNESCO s'est occupé de lui-même de ce travail. 250 pièces sont exposées à l'intérieur, aussi bien qu'une quinzaine de tapis. Ce musée-là, il nous raconte l'histoire du tissu de l'Égypte. Et c'est un musée, on peut dire, dans sa visite, est mérité et qui représente le lin, il représente la laine, il représente le travail de Khmim, il représente toutes les couleurs dont on avait parlé, de toutes nos histoires de l'Aran Hatshepsut, qui les ont inventées. Et il a aussi bien rajouté quelque chose de très beau. C'est l'art durant l'époque copte et l'époque islamique. Et ici qu'on peut trouver des formes végétales, on peut trouver des formes géométriques dans le travail, on peut retrouver des symboles historiques, on peut retrouver des formes animales aussi bien que des formes des oiseaux. À ne jamais oublier que ce textile exposé, il n'a pas seulement été utilisé par la classe populaire, mais aussi bien par les rois, par les reines, par toute la classe noble de l'Égypte. Et on a réussi à en faire quelque chose aussi bien dans la technique du coupage. Vous savez, dans le temps, il n'y avait pas encore les ciseaux. L'Égyptien, il a utilisé non pas seulement la pierre, mais il a pu inventer à travers les os des animaux et des oiseaux des ciseaux pour pouvoir en faire les coupures nécessaires. On a rajouté sur cela 2 matières qui sont jusqu'aujourd'hui au top et au sommet
de l'industrie mondiale. Alors c'est quoi? Vous avez la soie naturelle aussi bien que le coton. Et l'Égypte, à travers le coton, elle nous a donné 2 techniques internationales. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre utilise le coton égyptien. Le haut de gamme n'utilise que le coton égyptien car il a 2 qualités. Un, c'est la longue fibre qui fait 40 mm de longueur. La seconde, c'est sa finesse qui se rapproche à en faire 100 fils par centimètre carré. Et en tant que point de début, on atteint 1000 et 2000. Imaginez-vous cette finesse et cette classe dans ce travail. À ne jamais oublier tout le travail qui se trouve à Sohag, dans la zone de Khlim, aussi bien à Nagada, à Kena, et on a une beauté aujourd'hui, chaque Égyptien l'achète. C'est quoi? C'est le Khlim d'Assout. Alors, le fait que l'UNESCO s'occupe de ça, on enregistre notre art, on le protège, on le présente mondialement, il serait enseigné partout. C'est une beauté et on s'attend à beaucoup plus de l'UNESCO pour enregistrer plein d'autres objets égyptiens. On l'espère bien sûr. Alors, Monsieur Simon Sayer, on a remarqué aussi que ce tissage ou les tissus ne sont pas seulement décorés ou il n'y a pas seulement des motifs de plantes ou de fleurs, des dessins géométriques seulement, mais il y a des histoires à travers ces dessins-là. Alors, il y a une culture qu'on reflète à travers ces dessins-là, comme par exemple le tissu de Telli en Haute-Égypte, les foulards qui racontent toute une histoire. Vous avez complètement raison. Et sur ça, on a 2 beautés. La première beauté, c'est quand on présente les légendes. Quand on présente, par exemple, on a une de très belles scènes, c'est l'histoire d'une guerre. Toute l'histoire de la guerre d'un dieu à l'autre, elle a été marquée dessus. Les batailles ont été marquées dessus. Les légendes, les histoires religieuses, la croyance, la foi. Et aujourd'hui, tellement qu'on a réussi, on a maintenant ce qu'on appelle aussi bien le patchwork. Donc on estime que dans le futur, il serait marqué, et ça se trouve à la fin de Shara al-Mu'izz et les dîners là, c'est la zone de Khayameya. Il y a aujourd'hui une vingtaine d'ouvriers exceptionnels dans ce travail, et jusqu'aujourd'hui, tous les Européens du Caire, il n'y a pas un qui n'en a pas acheté et qui a exposé chez lui ce travail, ce bijou, on peut dire, sur ces murs. Quand vous partez dans des zones comme Sharm el-Sheikh, Hurghada, le patchwork, il est dans les grands hôtels. Et c'est une fierté égyptienne que nous, on a montré au monde entier 2 formes de modèles d'art. Il y a l'art qui est l'invention de l'artiste lui-même, et l'autre qui est une histoire, comme vous l'avez bien décrit, qui est l'histoire d'une légende ou d'une histoire réelle qui a lieu dans la vie. Monsieur Simon Sayer, veuillez nous expliquer l'importance du fait que l'UNESCO inclut le tissage artisanal de la Haute-Égypte sur la liste du patrimoine. Alors, l'Égypte, à vrai dire, elle a plein de points sur ce sujet très attirant, et dans le ministère de la Culture, il travaille dessus. Par exemple, on travaille sur le théâtre d'ombre, qu'on appelle le Aragouz. On travaille aussi bien sur la lanterne du Ramadan. On travaille sur la clarinette en bambou. On travaille sur l'art du waouh. On travaille sur la danse du bâton. On travaille sur les musiques nubiennes. On essaye aussi bien de montrer encore un petit plus, comme par exemple l'art qu'on appelle le dawar. On travaille sur les chants, sur la musique arabe. Vous savez, dans la musique arabe, il y a quelques points très exceptionnels comme Wasla, comme les Mouachahat, comme par exemple les Qasida. On a aussi bien Ghazal. Alors, le tissu fait part de ces objets exceptionnels, donc on désire ne pas les perdre avec le temps. C'est bien que tout se transforme dans un état numérique. C'est bien, par exemple, qu'on place tout ce qui est connu. Vous savez, on a ce qu'on appelle les hakawi, qui ont été transmis par le temps. Aujourd'hui, on va les perdre si on n'enregistre pas cela avec une institution internationale. Toutes sortes d'arts, comme l'art arabesque, comme la fabrication du oud, comme la calligraphie arabe. Vous savez, une fois que tout cela est bien enregistré et réussi, on a des maîtres dans la confection, on a des traditions égyptiennes, il faut qu'elles soient bien marquées, il ne faut pas les oublier. Toutes sortes d'arts
une fois qu'elle est enregistrée, qu'elle est numérotée, qu'elle est documentée, et elle serait enseignée dans le monde entier, tout le monde va en connaître notre niveau dans ce domaine. Alors, tout cela, on peut dire, c'est spectaculaire. Et ce sont de grandes mesures que nous on a prises pour créer ce standard. Car les pratiques, si elles ne sont pas selon les traditions, tout va être abandonné. Il faut que ce soit de nouveau populaire. Il faut que toutes ces expressions, on peut dire, permettre aux gens d'en profiter desquelles. Sinon, on va souffrir de répéter. On a plein d'exemples de cela. Et nous, on estime créer une popularité sur ce sujet sans fin. Ça veut dire, on peut retrouver ça en France, en Angleterre, aux États-Unis. On peut retrouver les gens qui sont à la recherche, quand ils viennent en Égypte, des objets qui sont très distinctifs par rapport au monde oriental autour de nous. Le tissage en Haute-Égypte, le tissage à la main en Haute-Égypte, est-ce qu'il diffère donc bien sûr, il y a plusieurs modifications sur la méthode employée par nos ancêtres. Alors, quelles sont les modifications ou est-ce qu'ils utilisent les mêmes matériaux de l'Égypte antique? Alors, on a deux modifications qui ont eu lieu. La première, c'est dans la matière première, et la deuxième, c'est dans la machine de tissage elle-même. Elle a bien sûr évolué avec le temps. Dans le temps, on avait le système de cartonnage, on avait le vertical, comme on l'a bien dit, aussi bien que l'horizontal. Le vertical, c'était une seule technique, mais qui est devenue plus complexe pour donner plus de souplesse par rapport au fil elle-même, d'une façon à pouvoir faire des dessins spécifiques et non pas uniquement un combiné de deux couleurs. Et déçu que l'interprétation actuelle elle est différente du précédente par ce détail. Et c'est ce qui a rendu plein de nos tapis islamiques au niveau mondial. Car vous retrouvez un détail des oiseaux, un détail de couleurs, comme par exemple la couleur de la moutarde. Vous retrouvez l'usage d'un centre qu'on appelle la surra, qui est très détaillé et qui est enrichi de multitude de couleurs. Ça a été très bien étudié par rapport aux techniques modernes de fabrication de fils et à la machinerie. Alors, on a pu, à travers cela, l'enregistrer, le documenter, on a pu faire, on peut dire, l'inventorier et même l'archiver grâce au modernisme qu'on a utilisé, mais en même temps pour conserver coutumes et traditions. C'est la beauté du sujet qu'on a pu ramener au monde moderne des coutumes et des traditions anciennes uniquement en faisant une amélioration concernant le textile, c'est-à-dire le fil utilisé et la machine utilisée. Et de là que les gens dans les petits villages et dans les villes de la Haute-Égypte sont toujours capables à faire une production exceptionnelle qui a rendu UNESCO très intéressé au sujet. Monsieur Simon, il s'agit du 5e dossier enregistré sur les listes du patrimoine de l'UNESCO. Après, comme vous l'avez déjà mentionné, l'épopée Hilaliya, le jeu du bâton ou le tartib, les marionnettes ou l'aragoz et les activités reliées aux dates et aux palmiers. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres dossiers proposés prochainement dans l'avenir à l'UNESCO? Ah, bien sûr, il y a plein. Il y a plein. Vous savez, par exemple, si on parle de l'art du waw en Égypte, alors c'est un art qui date de l'époque mamelouk et turque et qui a été utilisé comme une forme indirecte de résistance aux dirigeants. C'est une poésie qui a été dans le temps utilisée en démarrant, comme disait le poète, malgré que c'est celui qui en parle et qui a toujours eu ses airs. Alors, c'est un art qui doit être rajouté. On a encore un art qui est la fabrication des branches de palmier pour en faire des structures de bois et pour en faire des lits. C'est une fabrication et un savoir-faire répandu à Nouba, la Nubie, ça veut dire tout à fait en Égypte, et depuis l'ancienne Égypte qu'on réalise cela. Alors, l'utilisation des palmiers dans ce domaine, oui, il faut qu'elle soit rajoutée. À ne jamais oublier qu'on a encore la musique nubienne, qui n'est pas encore enregistrée, peut-être parce qu'elle a un système, on peut dire, pentatonique, mais il y a encore des orientations égyptiennes
dans cette musique. Et de là que cette tradition artistique qui se trouve doit être enregistrée. Ils utilisent encore des instruments de musique très exceptionnels, comme le tambour, comme les lyres. Ça accompagne des performances musicales et des chorégraphies, on peut dire, d'un temps qui n'a pas d'équivalent. Oui. Tout ça, c'est des traditions qu'on ne veut pas qu'elles soient infiltrées par de la rénovation, ni qu'il y ait de nouvelles variétés qui rentrent là-dedans. On risque de perdre complètement l'inspiration ancienne. Et donc, il faut qu'elle soit enregistrée. Il faut encore savoir le dawar. Le dawar, c'est une forme musicale très importante qui est en Égypte et l'interprétation de laquelle doit être enregistrée. Vous savez, c'est une technique dont le chanteur qui est soutenu par un chœur et par un ensemble instrumental. Il module un texte poétique, soit en arabe classique, soit en arabe dialectal égyptien. Souvent, le chanteur est lui-même l'auteur du poème. Et là même, on trouve avec lui une musicologue exceptionnelle. Parfois, il a avec lui, on veut dire, une forme révolutionnaire dans les paroles et dans la technique d'exposition. Les musiques et les chants, on est très savants. Alors, on doit mettre ça en valeur et on doit l'enregistrer. Je fais un rappel pour la wasla, et pour les muashahat, pour le qasaïd et pour Ghazal. Ne jamais oublier aussi les chants bédouins. Il faut en rajouter cela. La chanson égyptienne, elle a une grande valeur, mais qui n'est pas encore connue sur le niveau de l'UNESCO. Vous savez, on se caractérise depuis le temps d'Oum Kalsoum, tout le monde en connaît, les langues poèmes chantés, ce qu'on appelle le char. Oui, bien sûr. Il faut le mettre. Ne pas oublier aussi bien les chants syllabiques qui sont avec l'arabe. Oui, c'est vrai qu'on a un très grand patrimoine culturel, musical aussi. Et là, on doit aussi citer les trésors des oasis, en Égypte, surtout l'oasis de Siwa. Comme vous l'avez mentionné, il y a la fabrication de meubles à partir des palmiers. Alors, Monsieur Simon Saïr, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée, une courte pause musicale. Et on se retrouve pour la suite de Bonjour l'Égypte. Donc, on parle toujours du tissage ou de cet artisanat et on va donc voir maintenant un reportage sur le musée de tissus égyptiens qui se trouve dans un édifice très antique connu auparavant sous le nom de Sabil Mohamed Ali. Plus tard, il a changé au nom du musée du tissu égyptien. Parmi ses sections les plus importantes, la salle d'exposition de tissus coptes dans lequel on trouve les instruments et vêtements variés de cette époque copte chrétienne. Regardons ensemble.